sur les virus, mais en utilisant beaucoup les microscopes électroniques, qui sont finalement les seuls microscopes qui permettent de les visualiser. Je fais ça depuis une bonne trentaine d'années, et donc effectivement, j'avais mis de côté je dirais les plus belles images, en me disant qu'un jour, j'essaierais de faire un ouvrage un peu pour le grand public autour de ça. Et c'est l'occasion de montrer avec des images ce que sont les virus, comment ils sont structurés, et puis surtout aussi comment ils fonctionnent, comment ils se comportent dans la cellule. Hein. Le titre du livre, c'est Portrait de virus, voyage au cœur des cellules. Donc vous verrez, il y a beaucoup de photos aussi qui montrent comment les virus font pour rentrer dans les cellules, pour se multiplier, pour sortir des cellules. Et en fait, on suit le voyage que va faire le virus au sein de la cellule. Et ça permet un peu de mieux les comprendre. Alors, avant de parler de virus, je vais vous parler un tout petit peu de microscopie. Je ne vais pas faire de théorie, hein, je vous rassure. Simplement pour faire un parallèle entre la microscopie électronique et la microscopie optique. Microscopie optique, tout le monde connaît, vous avez tous regardé dans un microscope optique. La microscopie optique, elle est basée sur, évidemment, des photons, hein, un faisceau de photons. Ça marche, ça ? Ça marche pas, si. Un faisceau de photons avec donc une source de lumière et puis des lentilles qui sont des lentilles optiques qui vont focaliser ce faisceau de photons et puis une image qui va se faire bien sûr sur l'œil. Et on obtient ce type d'image lorsqu'on regarde un tissu. Alors j'ai pas choisi n'importe lequel, j'ai choisi un épithélium respiratoire, c'est d'actualité, hein, c'est par là que rentre le virus de la Covid-19, pour vous montrer d'abord en microscopie optique ce qu'on peut visualiser sur une coupe comme ça de tissu. L'épithélium, il est là, hein, donc c'est tout ce tissu de revêtement qui tapisse tout notre tractus respiratoire. Et puis ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux types de cellules, on les a à plusieurs grossissements. Il y a des cellules qui sont très claires là, c'est des cellules qui sécrètent un mucus qui va être sécrété dans le milieu extracellulaire. Et puis vous voyez, vous avez des cellules qui sont à côté, on les voit peut-être mieux là, qui sont un peu chevelues. En fait, c'est des cellules ciliées. C'est des cellules qui vont battre grâce à ces cils en permanence pour homogénéiser le mucus qui sort là des autres cellules. Donc c'est un rôle complémentaire. Celles-là produisent le mucus et puis celles-là balayent avec les cils. Alors évidemment, on les voit pas parce qu'il n'y a pas de mouvement là. C'est pas un film, hein, c'est statique. Mais il faut imaginer que ça bat en permanence pour homogénéiser le mucus à la surface de l'épithélium respiratoire, de façon à, ça protège des infections. Alors ça marche pas toujours, bien sûr. Ça protège aussi des poussières, enfin de tous les petits éléments qui sont dans l'air et qui pourraient effectivement agresser les cellules. Donc je vous le montre en microscopie optique pour vous montrer tout à l'heure la différence de ce qu'on va pouvoir visualiser grâce à ces microscopes beaucoup plus puissants, les microscopes électroniques. Avec déjà un premier microscope électronique qui est ici, dit microscope électronique à transmission. Donc, par analogie avec la microscopie optique, c'est toujours un faisceau de particules, sauf que cette fois-ci, ce ne sont plus des photons, ce sont des électrons, c'est beaucoup plus petit, et donc ça donne des images beaucoup plus précises. Et toujours le même principe, des lentilles, mais c'est plus des lentilles optiques bien sûr, c'est des lentilles magnétiques qui vont focaliser ce faisceau hein, dans une colonne pour faire une image. Alors l'échantillon, il est introduit au milieu de la colonne où il y a les électrons qui circulent. Et puis dans ce type de microscopie, on verra l'autre tout à l'heure, on étudie les électrons qui passent à travers, qui sont transmis à travers l'échantillon. C'est pour ça qu'on appelle ça microscopie électronique à transmission. Donc il y a des électrons qui sont arrêtés par la matière, d'autres électrons qui passent à travers, parce qu'ils rencontrent de la matière peu dense aux électrons, ou pas de matière du tout, et ça donne finalement, c'est très différent de la microscopie optique, hein, en noir et blanc sur un écran. Alors ça peut être un écran sensible aux électrons. Au début, moi, quand j'ai commencé ma carrière, on travaillait avec des écrans sensibles aux électrons et avec des négatifs photos, qui n'étaient pas des négatifs photos classiques, qui étaient des négatifs sensibles aux électrons. Hein. Il n'y a que Kodak, c'était Kodak qui faisait ça, ça coûtait très très cher. Et puis maintenant, on peut capter ces électrons avec des caméras numériques, on a des images numériques, c'est plus simple. Et puis ça permet effectivement de les coloriser, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure. Donc ça, c'est le microscope électronique à transmission. On en a deux au laboratoire. Vous avez donc une colonne. Alors ça prend toute une pièce, un microscope électronique. Hein. C'est très différent d'un microscope photonique. L'échantillon, il est introduit au milieu de la colonne. Ici, les électrons circulent là. Et puis, comme je vous le disais, l'image se forme sur un écran ici, qui est sensible aux électrons, ou capté par une
par une caméra numérique pour faire des images directement à l'ordinateur. Donc voilà ce qu'on voit quand on regarde au microscope électronique, cette image qui se fait, alors je vous ai dit noir et blanc, mais c'est du noir et vert en fait, pour que ce soit plus confortable, mais quand on fait la photo, qu'elle soit une photo avec un négatif sensible aux électrons ou avec une caméra, c'est en noir et blanc. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est les cils que je vous montrais tout à l'heure, mais en coupe transverse, c'est-à-dire coupés dans le sens comme une tranche de saucisson. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a beaucoup plus de détails. Vous voyez que là, on est à l'intérieur d'un cil, on voit des structures qui s'appellent des microtubules, c'est des structures cellulaires qui sont responsables de ces mouvements de battement. Donc voilà justement ce tissu que je vous montrais tout à l'heure. Vous vous rappelez, en microscopie optique, l'alternance de cellules à mucus et de cellules ciliées. Et bien là, vous le voyez maintenant en microscopie électronique à transmission. Vous voyez qu'on a beaucoup plus de détails. En microscopie optique, on grossit autour de 3000 fois. Là, on va grossir jusqu'à 300 000 fois. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans la même échelle de grandeur. On voit très bien les grains de mucus. Vous voyez, je vous disais, les grains de mucus qui sont sécrétés ici. Et puis, les cils, vous voyez, on a beaucoup plus de détails sur les cils. Alors, on ne les voit pas battre, bien sûr, parce que c'est statique. Mais il faut imaginer que ça bat en permanence, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis vous voyez le niveau de détail par rapport à ce qu'on a en microscopie optique. Vous voyez qu'on voit que ces cils ils sont fortement ancrés dans la cellule. Sinon, comme ça bat tout le temps, ça se détacherait. C'est des structures qui permettent vraiment de les ancrer dans la cellule. Et puis quand on les coupe comme ça, dans le sens transverse, on a ces images que je vous montrais tout à l'heure. On voit qu'à l'intérieur, il y a des structures très organisées. Et il y a même des pathologies qu'on peut étudier grâce à la microscopie électronique, où on voit que ces architectures de ces structures qu'on appelle les microtubules sont désorganisées. Et c'est des gens qui ont des pathologies respiratoires dues à des anomalies génétiques. Bon, ça, c'est une autre histoire que je pourrais vous raconter un autre jour. Alors, j'en arrive à mes virus. Vous voyez ici, donc c'est une grande cellule. Ici, elle a même 2 noyaux, mais c'est une grande cellule. On n'a pas toute la cellule. Et vous voyez, les virus, ils sont là. Donc, c'est tout petit, un virus. C'est effectivement quelque chose que vous ne pouvez absolument pas voir en microscopie optique. Il n'y a que la microscopie électronique qui nous permet de les visualiser. Et ça, c'est du VIH à l'intérieur de cellules, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, il y a une autre manière de regarder les virus grâce au microscope électronique à transmission, c'est de les regarder en solution. Lorsque vous les regardez dans un liquide, ça peut être d'ailleurs un liquide biologique qui vient d'un patient, ou ça peut être quelque chose qui a été fait au laboratoire, et vous allez regarder ces virus en solution, vous le déposez sur la grille de microscopie électronique. Par contre, si vous regardez ça au microscope, on ne voit pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est rajouter ce qu'on appelle du contrastant. Alors en fait, c'est des sels de métaux qui viennent s'absorber au contact de la particule virale qui est là. Et en fait, c'est le sel de métal qui donne l'image, en fait. C'est pour ça qu'on parle de coloration négative, c'est-à-dire que le virus, il apparaît en négatif, et c'est ce qu'il y a autour qui est sombre. Voilà l'exemple avec les adénovirus. Ce sont des virus avec une symétrie assez très nette. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer le principe de la coloration négative. Vous voyez le contrastant, le sel de métal qui est noir, là, qui est bien arrêté par les électrons, c'est autour de la particule virale. La particule virale, elle apparaît en négatif, plutôt en blanc, avec des petits détails, parce qu'il y a toujours un petit peu de colorant qui se met dedans, et au-dessus, et ce qui donne le détail justement de la structure de la particule. J'y reviendrai dans un instant en discutant un peu sur ces adénovirus. Ce que je peux vous dire sur les adénovirus, c'est que c'est des virus qui finalement donnent peu de pathologie, enfin ça donne des rhumes, des gastroentérites, c'est des virus qui ne sont pas trop agressifs, qui sont rapidement éliminés par notre système immunitaire, donc ce n'est pas un gros problème de santé publique, mais c'est des virus qui se multiplient de façon très importante et qui sont utilisés pour cette capacité justement à être produits en grande quantité. Ils sont utilisés dans ce qu'on appelle des protocoles de thérapie génique, c'est-à-dire pour faire rentrer des gènes dans des cellules, délivrer des gènes dans des cellules. Et puis, on les utilise maintenant dans des vaccins. Vous avez tous entendu parler des vaccins adénovirus, celui de AstraZeneca, de Janssen, où l'ADN qui est à l'intérieur du virus est modifié pour qu'on lui fasse exprimer une protéine du virus de la Covid-19 de façon à faire un vaccin contre ce virus. Alors voilà, Jean-Claude le disait, oui, on peut effectivement coloriser, ça prend un temps fou, mais on peut coloriser. Alors là, je me suis amusé. Donc ça n'a aucun sens scientifique. La photo de microscope électronique, par définition, elle est en noir et blanc. Là, je me suis amusé à faire un peu des Smarties avec une belle production d'adénovirus qui ont été colorisés. Et simplement, là, c'était un peu pour le fun, si je peux dire, mais il y a des fois où c'était utile pour, effectivement, vous verrez dans le livre,
permettre, grâce aux couleurs, de faire comprendre un petit peu ce qu'il y a à voir sur les virus. Mais je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Alors voilà, les adénovirus, vous voyez, c'est aussi, là maintenant, dans les cellules, c'est un virus qui se réplique de façon très importante, c'est-à-dire qui se multiplie de façon très importante dans la cellule. Ça, c'est vrai pour tous les virus. Hein. Le principe d'une infection virale, c'est qu'un virus va rentrer dans une cellule, il va se multiplier, et puis il y a plein de nouveaux virus qui sont fabriqués par la cellule, qui vont sortir pour aller infecter d'autres cellules. C'est le principe des infections virales. Le virus a besoin de la cellule, il ne peut rien faire tout seul, il utilise toute la machinerie cellulaire pour se multiplier et ensuite sortir et aller infecter d'autres cellules. Alors avec l'adénovirus, c'est vraiment un exemple de virus qui se multiplie de façon très importante. Vous voyez, il y a tellement de virus dans les cellules qui finissent par s'organiser dans une structure presque cristalline. On parle de pseudo-cristal, tellement il y a beaucoup de virus dans une cellule infectée. Pour vous donner un ordre de grandeur, un adénovirus, un seul adénovirus qui rentre dans une cellule, en 24 heures à 30 heures, il y en a 10 000 qui sont sortis, qui se sont multipliés, qui peuvent sortir. Et donc, si on considère que chaque virus qui a été produit, qui va sortir, et s'il va infecter à lui seul une autre cellule, une cellule qui n'est pas encore infectée, eh bien, en 3 cycles d'infection, ça fait à peu près 1000 milliards de particules virales. Vous voyez le pouvoir des virus qui est de se multiplier de façon très importante lorsqu'ils rentrent dans une cellule. Alors ça, c'est un autre exemple de virus qui se multiplie de façon très importante, virus BK. BK, ça vient des initiales du patient chez lesquels ce virus a été identifié pour la première fois. C'est un virus, vous voyez, c'est pareil, ici vous avez plein de particules virales qui se sont multipliées dans la cellule. La cellule, vous ne voyez peut-être pas, mais on voit qu'elle est pas très en forme. On voit que ça, évidemment, ça épuise la cellule, hein, un virus qui se multiplie à ce point-là, qui détourne toute la machinerie cellulaire. Et la cellule finit par mourir. C'est le principe de ces virus, d'ailleurs, comme l'adénovirus, le virus BK, c'est pour sortir de la cellule, ils la lisent en fait, ils la font éclater. Il y a tellement de virus produits dans cette cellule qu'elle finit par mourir, éclater, et c'est comme ça que les virus vont sortir et aller coloniser d'autres cellules. Alors le virus BK, juste pour la petite histoire, dans mon livre, j'explique un petit peu pour chaque virus les pathologies associées, pour évidemment donner des informations sur ce que sont ces virus. C'est un virus qui est peu pathogène, sauf chez les gens qui sont greffés, qui sont immunodéprimés, parce que là le virus se multiplie beaucoup, et ça peut être responsable de rejet de greffe dans les cas de greffe rénale. Un autre exemple de virus qui se multiplie beaucoup dans la cellule, c'est un rotavirus. Alors là, vous l'avez dans la cellule. Là, vous l'avez en solution, hein, ce que j'appelais la coloration négative, que j'ai colorisé artificiellement. Alors, il s'appelle rota parce que ça vient du latin. Rota, ça veut dire roue. Et donc, c'est un virus, effectivement, qui ressemble à une roue lorsqu'on le regarde comme ça en coloration négative. Alors, c'est un virus relativement banal chez nous. Le rotavirus, ça donne des gastro-entérites chez les enfants. C'est pas banal du tout dans les pays où il y a de la dénutrition, parce que il y a beaucoup d'enfants qui meurent de déshydratation due à ces gastro-entérites. Ça fait quand même 500 000 morts par an dans le monde chez les enfants. Donc c'est loin d'être un virus anodin. Je reviens à l'adénovirus que je vous ai montré tout à l'heure en coloration négative pour rentrer un petit peu plus en détail sur sa structure. Puis vous avez le petit schéma à côté qui vous montre, le virus c'est une boîte finalement. C'est une boîte qui va contenir un génome, ça peut être un génome à ADN ou ARN qui contient l'information génétique qui est en vert ici. Et le rôle de cette boîte, c'est de protéger le virus, le génome du virus dans le milieu extracellulaire, lorsqu'il est en dehors des cellules, pour pas que ce génome soit abîmé dans l'environnement. Et donc, on voit que cette boîte, on appelle ça une capside. Cette capside, elle est formée d'un assemblage de petites protéines, de ce qu'on appelle des sous-unités. Vous voyez, les petites boules, là, on arrive à les visualiser finalement dans cette coloration. On voit que la particule virale est constituée de cet assemblage de protéines qui s'assemblent tout ensemble. Ça fait une symétrie formidable, un assemblage très complexe, mais aussi très esthétique quelque part. C'est une forme dite en icosaèdre.
où vous avez une symétrie parfaite avec 20 triangles qui forment cet icosaèdre et un nombre bien précis de capsomères, c'est-à-dire de ces sous-unités protéiques. Il y en a 252 exactement qui s'auto-assemblent autour de l'ADN du virus pour former la particule virale. Et il y a un autre grand type de structure virale, ce sont les virus dits en symétrie hélicoïdale. Alors là, les protéines, qui constituent la capside, donc cet assemblage, se fixent directement sur l'acide nucléique du virus que vous avez ici en jaune. Et vous voyez, ça forme comme une hélice comme ça, d'où ce nom de symétrie hélicoïdale. Et un exemple fameux, c'est le virus de la mosaïque du tabac. Vous voyez ici en microscopie, donc en coloration négative. Donc l'acide nucléique est en fait en hélice là-dedans, et puis vous avez les protéines qui sont fixées dessus, qui donnent cette baguette très rigide. Donc ça aussi, c'est fait pour protéger le génome du virus, pour le rendre vraiment très inattaquable dans le milieu extracellulaire, et qu'il puisse comme ça être transmis de cellule à cellule. Mosaïque du tabac, donc c'est un virus de plante, comme son nom l'indique. Il y a des virus chez les animaux, mais il y en a aussi chez les plantes. Et c'est d'ailleurs le premier virus qui a été identifié, c'est un virus de plante, c'est celui-là, mosaïque, parce que ça décolore les feuilles du tabac, et c'est pour ça qu'on parlait de mosaïque du tabac. Et donc cette diapo pour vous montrer que finalement il y a plusieurs types de virus. Il y a les virus qui ont cette symétrie icosaédrique, comme les adénovirus, et puis il y a ceux qui ont cette symétrie hélicoïdale, comme la mosaïque du tabac. Et les virus peuvent être nus, mais d'autres peuvent avoir en plus une enveloppe donc qui est autour, c'est-à-dire qu'il y a la même chose que ça, la capside, mais avec une enveloppe autour. Et pareil pour la symétrie hélicoïdale, vous avez cette capside à l'intérieur de la particule, mais en plus vous avez une enveloppe, comme ici le virus des oreillons. Ici pour les virus à symétrie icosaédrique enveloppée, le virus herpès, donc ça c'est des virus humains bien sûr. Il n'y a pas de virus humain avec seulement une nucléocapside nue, ils sont toujours enveloppés. Alors les virus enveloppés, c'est encore autre chose parce qu'ils ont quelque chose en plus, ils ont cette enveloppe qui est en fait comme une membrane, comme dans une membrane de cellule. D'ailleurs, c'est toujours une membrane qui est empruntée à la cellule qu'ils infectent. C'est-à-dire que les virus, là où les virus nus sortent en faisant éclater la cellule, comme l'adénovirus, je vous le disais tout à l'heure, eh bien là, ceux-là, ils vont sortir de la cellule par d'autres stratégies. C'est beaucoup plus malin, je dirais, et c'est beaucoup plus perfide parce que ça peut sortir de la cellule sans la tuer, en empruntant juste un petit morceau de la membrane de la cellule. C'est pas pour ça que c'est des virus qui sont anodins, parce qu'ils donnent des pathologies sévères, mais ils ont cette stratégie de ne pas liser la cellule, mais de sortir un peu incognito, finalement, en empruntant un morceau de la cellule. Donc c'est ce que je voulais vous montrer sur ce schéma. Je ne vais pas encore vous parler de l'entrée des virus, mais ici, donc, on voit que les virus, une fois qu'ils sont rentrés, ils vont se multiplier, bien sûr. Ils vont répliquer leur génome, ils vont former cette capside autour de leur génome. C'est-à-dire que cette capside, si c'est un virus nu, ça s'arrête là. Et puis, il y a plein de virus qui sont formés, qu'il faut éclater la cellule. Et puis, un virus enveloppé, vous voyez, va avoir cette stratégie, lui, de emprunter un petit morceau de la membrane de la cellule. Ici, la membrane plasmique, la membrane qui délimite la cellule du milieu extracellulaire. Le virus embarque ce petit morceau de membrane de la cellule, et puis avec ces protéines d'enveloppe qui sont symbolisées ici, qui sont arrivées de l'intérieur de la cellule jusqu'à la surface, pour former un virus enveloppé avec cette petite membrane qui dérive de la cellule, et puis les protéines d'enveloppe du virus qui peuvent former des spikes, comme ça, on parle beaucoup des spikes en ce moment du virus du SARS-CoV-2, du virus de la Covid-19, c'est ce principe effectivement d'un virus qui s'enveloppe avec une membrane cellulaire et avec les spikes autour. Alors ça peut se produire à la surface de la cellule, au niveau de sa membrane dite plasmique, ça peut se produire aussi dans des compartiments plus internes, et puis après le virus il suit le flux sécrétoire et puis il sort de la cellule, mais le principe est le même, vous voyez, le principe de ce virus qui va embarquer, si on peut dire, un bout de la membrane de la cellule pour former son enveloppe. Alors, justement, ces virus qui sortent à la surface de la cellule, on peut les visualiser par un autre grand type de microscopie électronique. Donc je refais le parallèle tout à l'heure avec la microscopie électronique à transmission. Il y a un autre grand type de microscopie électronique, c'est la microscopie électronique dite à balayage. C'est toujours un faisceau d'électrons. Toujours ce faisceau, il est canalisé par des lentilles magnétiques.
on va effectivement étudier un échantillon, mais là, c'est plus une coupe de cellules ou un virus en solution. Là, on va regarder l'échantillon tout entier, c'est-à-dire des cellules entières, et on va justement regarder les électrons qui sont renvoyés par la surface de cette cellule qu'on regarde. Et on étudie donc les électrons réémis, ça s'appelle microscopie à balayage, parce que c'est un faisceau qui balaye en permanence, et la photo va se former sur un écran vidéo. Donc, c'est très différent dans la mesure où ici, on ne peut pas du tout savoir ce qui se passe dans les cellules, on voit que ce qui se passe à la surface des cellules grâce à cette microscopie à balayage, mais vous allez voir que ça génère des images assez spectaculaires. Donc voilà le microscope à balayage qu'on a au laboratoire, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vous remontre cet épithélium respiratoire dont on parlait depuis le début. Je vous avais mis la photo de microscopie optique, vous voyez maintenant en microscopie à balayage. Regardez cette photo où on voit bien les cellules qui sécrètent le mucus, ça c'est des grains de mucus là en plus clair, et puis les cellules ciliées à côté. Alors c'est pareil, c'est pas des films, c'est statique, c'est pas du cinéma, mais il faut imaginer ce que je disais tout à l'heure, ce mucus qui sort et puis ces cellules ciliées qui vont battre pour l'homogénéiser à la surface de la cellule. Et donc on voit bien, là on est comme si dans ces films, là, le voyage à l'intérieur du corps, c'est comme si on était dans le tractus respiratoire et qu'on était au-dessus de l'épithélium respiratoire en train de regarder ce qui se passe, où vous voyez ces cellules ciliées, cette alternance de cellules ciliées et de cellules à mucus. Donc vous voyez le niveau de détail qu'on a aussi avec ce type de microscopie sur ce qui se passe à la surface des cellules. Et alors voilà, pour revenir à des virus maintenant, voilà une image assez spectaculaire de virus HIV, du virus du sida, donc, qui bourgeonne de façon très importante à la surface des cellules. Vous voyez toutes ces petites boules là que vous avez là, c'est du virus qui est en train de sortir. C'était l'événement de sortie où je vous disais, le virus va emprunter une portion de membrane de la plasmique de la cellule, et là on voit ce bourgeonnement très très important de particules virales. Ça, j'aime beaucoup cette photo qu'on avait fait il y a quelques années dans le labo où on voit à fort grossissement les virus, les VIH. C'est toujours du VIH ici qui est en train de bourgeonner. Alors là, on est à fort grossissement et ce qu'on voit, c'est que le virus peut sortir même quelquefois dans ce qu'on appelle des protrusions cellulaires où vous avez une sorte de prolongement cellulaire. Alors quelquefois, c'est très filaire, comme ça, on appelle ça un phylopode d'ailleurs. Et donc, on voit que le virus peut sortir vraiment à tous les niveaux en empruntant, encore une fois, un morceau de la membrane de la cellule pour s'envelopper. Donc, c'est toujours du HIV, et là, je vous montre finalement les trois grands types d'images qu'on peut faire avec la microscopie électronique. C'est trois grands types d'images qu'il y a dans le livre. Donc, les deux premières, c'est cette microscopie à transmission. Donc là, c'est quand on regarde des coupes de cellules, et là, on voit le virus qui bourgeonne. Et puis là, c'est le virus quand il est en suspension avec la coloration négative, je vous en ai parlé. Puis là, c'est de la microscopie à balayage. Donc vous voyez, on a trois niveaux d'information différents en regardant avec ces différents types de microscopie. Et puis là, c'est les mêmes, ça c'est les images brutes, je vais envie de dire scientifiques, entre guillemets. Et puis ça, c'est celles qui ont été colorisées, où donc la cellule est en vert. En rouge, ce que vous avez, c'est la protéine de capside du virus. C'est cette boîte qui va se former autour du génome viral. Et puis dans le cas d'un virus qui bourgeonne comme ça, il emprunte un petit bout de la membrane de la cellule en jaune. Et donc vous retrouvez ça, ces trois éléments là, ici dans le virus en suspension. Puis en balayage, on voit que la surface, on voit que la membrane n'enveloppe du virus, bien sûr. Ça, c'est une image colorisée aussi que j'aime bien, parce qu'on voit toutes les étapes de bourgeonnement du virus du sida, de gauche à droite. Vous avez toutes les... Alors, c'est pas le même virus, vous avez compris, c'est figé, mais on a eu la chance ici d'avoir une image où on a, dans une même portion de la cellule très très proche, les différentes étapes du bourgeonnement. Bon, les deux premières, c'est un peu les mêmes, peut-être que ici c'est un peu plus avancé, mais vous voyez on appelle ça un bourgeonnement, c'est comme un bourgeon qui se forme. Le virus va grâce à ces protéines de capside qui sont aussi en rouge, va se former à la surface de la cellule. Ça forme une sphère dans un premier temps, vous voyez, une sphère. Comme je vous l'ai dit, ça embarque un petit peu de membrane de la cellule qui est ici en jaune. Ça forme un cou à la fin, un cou très très fin finalement. Là, le virus n'est pas encore détaché. Et puis là, c'est l'étape suivante. Ça s'est détaché. Ici, ça s'est refermé. Et là, le virus est complètement détaché de la cellule. C'est une sphère qui est sortie de la cellule, qui va vivre sa vie,
qui va pouvoir aller infecter d'autres cellules. Mais vous voyez qu'il y a encore autre chose qui va se passer après. Hein. Ici, là, vous voyez que la capside du virus, donc cette boîte dont je parle depuis le début, eh bien, va être modifiée pour prendre cette allure très caractéristique du VIH, hein, avec une allure en panneau de sens interdit. Ça, c'est lié à un clivage qui va se faire par une enzyme virale qui s'appelle une protéase, qui va couper cette protéine qui constitue la capside, pour former cette capside beaucoup plus resserrée, beaucoup plus condensée. C'est un événement très important dans la vie du virus. L'enzyme qui fait ça s'appelle une protéase, et tant que la protéase n'a pas agi pour former cette capside resserrée, là, le virus n'est pas infectieux. Le virus, il est libre, il peut aller infecter une cellule, mais il ne sera pas infectieux, parce qu'on dit que le virus n'est pas mature. Et ça vous rappelle peut-être quelque chose. Vous avez sûrement entendu parler des traitements VIH qui sont constitués par des antiprotéases. Et bien, c'est ce mécanisme-là qu'on empêche avec ces médicaments. C'est des médicaments qui bloquent ce virus dans cette forme immature, et donc il est non infectieux. Et avec ça, on peut diminuer ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire le virus infectieux qui circule chez les patients. Il y a d'autres traitements du VIH, mais celui-là peut être effectivement compris grâce à ces études de morphogénèse. Ça, c'est du virus de la grippe. Alors, le virus de la grippe, ici, en coloration négative. Donc, comme toujours, je vous en ai colorisé quelques-uns pour vous montrer ce qu'il y a à voir là-dessus. Alors, c'est un virus qui a toujours des formes un peu complexes, parce qu'il est souvent plus ou moins sphérique, et puis quelquefois, il est sous forme filamenteuse. Ça dépend aussi des souches. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on visualise assez bien grâce à la colorisation, là, c'est l'aspect crénelé à la surface du virus. Donc c'est un virus enveloppé, et dans son enveloppe, donc encore une fois, qui est une membrane empruntée à la cellule, il y a des protéines d'enveloppe du virus qui vont être responsables de cet aspect crénelé. C'est ces fameuses hémagglutinine et neuraminidase. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est neuraminidase grand N, hémagglutinine grand H. C'est les H et N, les combinaisons de H et N. Vous savez, on dit toujours que les virus de la grippe, c'est les H3N4 ou H5N3, enfin tout ce que vous voulez. Il y a 18 hémagglutinines différentes, il y a 11 neuraminidase différentes, et tout ça peut se combiner pour faire un nombre très important de différentes souches de virus de la grippe. Et ça, c'est lié à ces protéines d'enveloppe. Là, c'est deux protéines d'enveloppe, hein, donc, qui peuvent être associées les unes aux autres pour toutes ces combinaisons. Ça, c'est le virus justement H1N1. Alors, ça ne se voit pas hein, sur la photo, mais je peux vous le dire, c'est celui qu'on l'avait pris en photo à l'époque. C'était en 2009, il y avait eu, vous en rappelez sûrement, cette épidémie de virus de la grippe H1N1 qui avait fait beaucoup parler, parce que ce virus était extrêmement infectieux. Et donc, il a infecté beaucoup de monde cette année-là. Au début, on a eu très peur parce que ça aurait pu être un virus très pathogène. Finalement, il s'est avéré qu'il n'était pas trop pathogène. Et donc, finalement, on s'en est plutôt bien sorti. Donc là, vous l'avez en coupe. Hein, vous voyez, alors il était plutôt filamenteux, celui-là. Et puis, on voit son aspect chevelu qui est dû à ces... là, vous l'avez en coupe transverse, hein, donc une coupe qui passerait comme ça, où vous avez cet aspect chevelu dû à ces protéines H et N, qui, dans ce cas-là, étaient donc les H1N1, la combinaison H1N1. Ça, c'est du virus de la grippe en microscopie à balayage. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez le virus qui bourgeonne à la surface des cellules de façon très importante, avec ces images assez spectaculaires. Et puis ça, alors ça, ce sont des cils. C'est une photo à très fort grossissement où on voit des cellules ciliées. Donc, c'est des virus, la grippe, évidemment, c'est un virus qui infecte les voies respiratoires, vous le savez bien. Et on a pu remarquer que le virus pouvait se glisser aussi. Il est ici, le virus. Hein. C'est comme une cause de petit pois. Le virus, il est à l'intérieur, là. Il se cache, si on peut dire, dans les cils. Il se protège un petit peu du système immunitaire en se mettant à l'intérieur, enfin, entre les cils de ces cellules ciliées des épithéliums respiratoires. Un petit mot sur le virus de la rage, parce que c'est un virus vraiment très très particulier par sa forme. Le virus de la rage, ici en coloration négative, colorisé, c'est un virus qui a une forme en balle de fusil. Alors c'est le seul virus qui est comme ça dans le monde viral, et ça lui procure certaines propriétés effectivement
pour faciliter son entrée dans les cellules. Mais c'est aussi un virus qui est assez spectaculaire lorsqu'on le regarde en microscopie électronique. Vous voyez ici, c'est donc des coupes de cellules en microscopie à transmission. On voit cette forme en balle de fusil du virus de la rage. Et puis là, on le voit en microscopie en balayage, on voit comme des têtes d'obus qui sont posées à la surface de la cellule. Ça, c'est le virus qui est en train de sortir. Et donc, virus avec cette forme si particulière en balle de fusil ou en obus, comme vous voulez. Alors ça, c'est des travaux qu'on avait fait dans le cadre de la mise au point d'un vaccin avec un industriel de la pharmacie, un vaccin contre la rage, qui est maintenant un vaccin produit justement, c'est les cellules qui produisent le vaccin, enfin c'est du vrai virus en fait, mais ensuite qui est traité chimiquement pour être inactivé. Inactivé, ça veut dire que le virus n'est plus capable d'infecter, mais il est capable de stimuler le système immunitaire pour faire un vaccin. À la différence du vaccin de rage, le premier vaccin qui avait été fait par Pasteur, c'était un virus atténué, c'est-à-dire que c'était le vrai virus, mais avec des propriétés de pathogénicité moindre. C'est une autre façon aussi de faire les vaccins. Mais là, c'est un vaccin donc dit par virus inactivé. On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, sur les différents types de vaccins qu'on peut faire. Juste pour vous montrer quelques autres modèles viraux, le virus respiratoire syncytial, hein, qui est le virus de la bronchiolite du nourrisson, qui peut donner des infections quand même assez sévères. Donc c'est un virus qu'on voit bourgeonner ici. Donc c'est un virus à symétrie hélicoïdale. Hein. On voit enfin on devine effectivement le génome qui est là. Puis c'est un virus qui bourgeonne à la surface de la cellule pour sortir donc de la cellule qui l'infecte. Le virus d'Epstein-Barr, c'est un virus herpès. Vous voyez une cellule massivement infectée qui produit beaucoup de virus. Le virus d'Epstein-Barr, il tire son nom des découvreurs de ce virus, mais c'est un virus herpès parmi d'autres. Les herpès, c'est une très grande famille de virus. Il y en a de nombreux chez l'homme, hein, et il y en a d'ailleurs de nombreux dans plein d'espèces animales. Il y a même des virus herpès chez les huîtres. Peu de gens savent ça, mais il y a beaucoup de problèmes chez les ostréiculteurs parce que les herpès des huîtres peuvent dévaster les élevages d'huîtres. Alors, je vous rassure, le virus de l'huître n'infecte pas l'homme et inversement. Hein, il y a une stricte barrière d'espèce, comme on dit. Mais c'est quand même assez... Je vous dis ça parce que c'est une anecdote, enfin, c'est plus qu'une anecdote, mais ça montre qu'il y a des herpès virus dans plein de branches du règne animal. Et que ce qu'on pense, c'est qu'il devait y avoir un virus herpès ancestral qui existait au tout début de l'évolution du règne animal, et que ces virus ont pu coévoluer avec les différentes branches du règne animal, ce qui fait qu'il y a plein de virus herpès spécifiques d'espèces, encore une fois, dans très nombreuses espèces. Bon, celui-là, c'est un virus herpès qui donne quand même des maladies assez graves chez l'homme, hein, c'est le responsable de la mononucléose infectieuse. Là, alors je reviens sur mon petit schéma où vous voyez le voyage du virus. Hein, voilà, je vous ai parlé de la sortie. Je vais dire un tout petit mot sur l'entrée. Les virus, ils rentrent dans la cellule en utilisant des récepteurs. Ils reconnaissent quelque chose à la surface de la cellule pour rentrer. Et puis, bien souvent, ils utilisent des mécanismes dits d'endocytose, c'est-à-dire que la cellule va faire rentrer des constituants qui viennent de l'extérieur pour se nourrir grâce à des vésicules. Et les virus, ils exploitent ces vésicules pour rentrer aussi. Alors, ils utilisent des récepteurs qui servent à autre chose. Hein. Les cellules ne mettent pas à disposition des récepteurs pour les virus pour les faire rentrer. C'est plutôt le contraire. C'est les virus qui exploitent un récepteur qui sert à autre chose. Ils les détournent, ils s'en servent. Comme souvent les virus, ils exploitent la machinerie de la cellule à leur profit. Et donc, ils détournent un récepteur qui sert à faire rentrer autre chose. Ils s'en servent pour rentrer dans la cellule et ils rentrent dans ces vésicules-là. Ensuite, après, il y a plusieurs stratégies. Si c'est un virus enveloppé, il va fusionner avec la membrane de la vésicule pour sortir, pour libérer sa capside. Si c'est un virus nu, hein, lui, il fait simplement éclater cette vésicule et puis comme ça, il rentre dans la cellule. Ils ont des stratégies pour ça. Comme toujours, les virus sont très malins pour pouvoir exploiter la machinerie cellulaire et même la détourner, et en tirer tout le bénéfice qu'ils peuvent pour leur cycle infectieux. Donc juste pour vous montrer un petit peu cette notion justement d'entrée de virus, c'est encore un herpès, c'est un virus de la varicelle celui-là. Cette photo elle est assez remarquable parce qu'en fait on voit tout ce qu'il faut voir sur le virus, on voit son enveloppe,
On voit son aspect chevelu, c'est les protéines d'enveloppe du virus qui sont à la surface. On voit la capside icosaédrique, en tout cas on la devine, et puis ça c'est son génome à l'intérieur qui est un génome ADN. Ce qu'il faut voir sur cette photo, c'est qu'on voit l'interaction des protéines d'enveloppe du virus qui reconnaissent le récepteur à la surface de la cellule. Et puis vous voyez que la cellule commence déjà à invaginer sa membrane. C'est les premières étapes justement de cette formation d'une vésicule d'endocytose pour faire rentrer des constituants extracellulaires dans la cellule. Et là, le virus va l'exploiter pour rentrer lui-même. Et là, vous avez un peu la même chose avec un virus qui est peut-être un petit peu moins... Il est beaucoup plus petit aussi, donc on voit beaucoup moins les choses. C'est le virus de la dengue. Donc la dengue, vous savez, c'est une maladie très grave. Hein, ce sont des fièvres hémorragiques terribles. Et là, on a les différentes étapes d'entrée du virus. On voit que le virus qui a reconnu les récepteurs à la surface, la première déformation de cette membrane de la cellule, cette vésicule qui est en train de se former, et puis là, hop, il est rentré dans la cellule, dans cette vésicule d'endocytose, et puis après, c'est un virus enveloppé, donc il va fusionner avec la membrane ici pour libérer sa capside dans la cellule, et hop, aller se multiplier. Ça, c'est une image aussi qui est assez spectaculaire de ce qu'on appelle une synapse virale. Ça, c'est du virus herpès, mais le virus HIV fait ça aussi dans certaines cellules, où le virus va exploiter la cellule pour faire une espèce d'autoroute de transmission d'une cellule à l'autre. On appelle ça une synapse virale à l'image des synapses qu'on connaît en neurobiologie, hein, avec des neurotransmetteurs. Il y a une cellule donneuse, ici c'est la cellule en vert, c'est la cellule qui produit du virus, et puis la cellule en bleu, c'est la cellule receveuse. Et donc il y a cette zone, alors c'est pas toujours très bien compris, mais on sait que ça se fait toujours en présence de prolongements cellulaires que les virus doivent générer, on ne sait pas trop comment. Et puis il y a cet espace-là qui est un espace privilégié de virus qui va passer de la cellule verte à la cellule bleue, avec l'idée que ça va se faire le plus rapidement possible, sans que le virus soit trop longtemps exposé dans le milieu extracellulaire, c'est-à-dire exposé à nos défenses, à notre système immunitaire. Et donc c'est une optimisation du virus pour passer d'une cellule à l'autre. Et avec mes dernières photos, je voudrais vous montrer aussi des choses qui sont très intéressantes, qu'on utilise beaucoup dans mon labo, qui sont la capacité de certains virus, comme le virus Zika, le virus de la dengue, le virus West Nile, tout ça, c'est des virus qui sont très proches, de la même famille, qui induisent des fièvres, qui induisent aussi, dans le cas du Zika, des malformations chez les fœtus. C'est des virus qui se ressemblent beaucoup. On peut même pas faire la différence d'un point de vue morphologique. Le virus ici, ils sont en vert, donc un petit virus qui s'assemble à l'intérieur des cellules. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui est en rose, c'est des petites membranes qui sont induites par le virus. Alors elles sont induites par le virus, mais c'est des membranes cellulaires, c'est-à-dire que le virus va être capable d'induire des modifications des membranes de la cellule pour faire des espèces de petites membranes fermées. C'est comme des petites usines à production de virus. Là-dedans est répliqué le génome du virus, hein, c'est un génome ARN dans le cas de ces virus, de façon très très importante. Et ça, c'est fait pour échapper au mécanisme de défense de la cellule. En fait, ces virus-là sont très malins dans la mesure où ils sont capables de faire leur usine de réplication dans des espaces fermés, des espaces clos. Encore une fois, c'est des membranes cellulaires qu'ils ont détournées à leur profit pour se cacher des défenses de la cellule et réaliser ainsi de façon optimale leur mécanisme de multiplication. Le virus chikungunya fait ça aussi. Alors c'est un virus qui, lui, chikungunya, c'est un virus qui est responsable de pathologies articulaires. Chikungunya, ça veut dire l'homme recourbé dans un dialecte africain. C'est des gens qui ont des douleurs articulaires à tel point qu'ils sont pliés en deux carrément. Et donc même chose, on voit le virus ici qui est en vert, et puis ces petites usines. Alors la différence, c'est un virus qui n'est pas de la même famille, et la différence c'est que ces usines, il les met à la surface de la cellule, mais c'est pareil, elles sont closes, ces usines, c'est exactement le même principe d'isoler dans des petits compartiments bien clos, bien définis, la réplication du génome de ce virus. Et c'est encore une fois un système hyper optimisé pour une multiplication à grande échelle du virus.
Voilà, je vais finir avec le virus du moment, hein, le SARS-CoV-2, le virus de la Covid-19. Évidemment, tout le monde a déjà les notions sur ce virus. Alors, on a travaillé sur ce virus dans mon laboratoire, d'ailleurs en collaboration avec des collègues de Lille. Certains sont là et je les remercie. Et effectivement, ce virus coronavirus, ben, il tire son nom, vous le savez, ça a été dit partout, de cet aspect en couronne, hein, avec ces fameux spikes à la surface. Donc c'est un virus enveloppé, et les protéines d'enveloppe ont cette... on dit qu'elles sont aussi un peu en club de golf. On le voit sur certaines images. Hein. Bon, c'est pas toujours facile à voir, forcément. Et donc le virus est produit à la surface de la cellule, mais on ne sait pas trop comment il sort finalement, ce virus. Lorsqu'on a étudié ce virus, et nous et d'autres, hein, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des grands compartiments intracellulaires de virus. Et certains pensent que le virus pourrait passer par là pour sortir. On a travaillé là-dessus. Ce qui nous étonne, nous, c'est que ce virus, dans ces compartiments, ils sont plutôt sans spike. Vous voyez la différence de ceux-là qui sont en dehors de la cellule. Donc on pense plutôt que c'est une voie de dégradation des virus, mais on ne sait pas encore quel rôle ça a. Ça pourrait avoir un rôle dans la pathologie d'ailleurs, on ne sait pas trop. Et puis les derniers travaux qu'on a faits ont montré que justement le virus il sort par des petites vésicules de sécrétion dans le milieu extracellulaire. On le voit ici à fort grossissement. Et donc c'est plutôt comme ça que le virus sort de la cellule. Et ça se fait souvent dans des espaces de la cellule où il y a de nombreux prolongements cellulaires. Ça pourrait être aussi une manière du virus de se protéger un petit peu du système immunitaire. C'est des choses sur lesquelles on essaye de travailler actuellement. Et ça sera ma dernière diapo. C'est la même chose en microscopie à balayage. Alors je me suis amusé à la coloriser, celle-là, avec le virus en violet, bien sûr. Et puis vous voyez justement ce que je vous disais, ce virus sort souvent dans des zones de la cellule où il y a des grands prolongements comme ça. Peut-être que c'est une façon aussi de se protéger en sortant de la cellule dans ces zones-là. Voilà, et puis il y a plein d'autres virus, il y a plein d'autres photos de virus. C'est juste un extrait que je vous ai montré aujourd'hui. Il y en a plein d'autres dans le livre, voilà. Et je vous remercie d'être venu déjà, et puis je vous remercie de votre attention, et puis je suis à votre écoute si vous avez des questions. Voilà. On a 5 bonnes minutes pour des questions. Non, c'est pas ça, c'est que c'est enregistré. Que ce soit enregistré par les micros. Non, mais je ne vous le donne pas. Ah, d'accord. Je suis désolé. Non, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que vous faites pour inactiver les virus, justement, pour produire les vaccins virus inactivés si Alors ça s'inactive par des produits chimiques, hein, ou de la chaleur, en fait. Il y a les deux. Après, c'est pas moi qui les inactive, c'est les industriels. Les industriels, ils donnent pas toujours leurs recettes. Mais globalement, bon, c'est connu, c'est la chaleur ou le traitement chimique. Dans le traitement chimique, il peut y avoir des choses comme le formol. Ou le formol, oui, mais on l'utilise plus trop parce que les premiers vaccins étaient faits avec du formol, ça fait mal au bras quand même, hein, quand on se fait vacciner. Et l'inconvénient peut-être pour les vaccins inactivés par les produits chimiques, c'est qu'il y a des déformations des protéines. Et que ces vaccins-là sont moins efficaces que les virus atténués. Oui, on ne peut pas toujours faire des virus atténués. Hein. Si on prend l'exemple du SARS-CoV-2, il n'y a pas eu de virus atténué, bien sûr, ça serait beaucoup trop risqué. Mais il y a eu des vaccins par virus inactivés, c'est les vaccins chinois, mais qui sont moins efficaces que les vaccins, soit avec adénovirus que j'ai évoqué, soit ARN messager, dont je n'en ai pas parlé, mais vous en avez tous entendu parler. Autre question ? Ah, oui. Les virologistes de Pasteur se réveillent ? Non, mais c'est plutôt une remarque générale. Finalement, cette façon imagée de voir la virologie, je veux dire, ça la rend vraiment plus accessible, je trouve, le fait que ce soit colorisé. J'ai trouvé la présentation vraiment... nous, on connaît un petit peu les virus, mais j'ai trouvé que c'était une façon très, très didactique d'appréhender la discipline même. Voilà. Et après, j'avais une petite question concernant les techniques de colorisation, juste pour savoir un peu comment on fait ce choix-là
pour que ce soit plus visuel. Tout est fait à la souris avec un logiciel comme Photoshop ou voilà, ça prend un temps fou. Alors, il y a deux types de photos colorisées. Il y a les monochromes, ça c'est facile, ça se fait en un coup de clic. Après, on choisit sa couleur, on va se dire ah bah non, celle-là est moins jolie. Bon, mais après non, c'est toutes ces photos où il faut détourer les particules virales pour les faire ressortir du reste, ça prend un temps fou. Donc faut le faire à la souris, hein, ça se fait pas automatiquement. Donc ça prend des heures, effectivement, mais bon, j'espère que ça... Je vous remercie. Ça rend les images... disons que pour le grand public, c'est des images qui sont non accessibles, autrement. Oui. Ah. Ah, pardon, j'ai pas vu. Les cellules pulmonaires qu'on a vues, comment vous les maintenez en vie une fois qu'ils sont introduits dans le microscope? Elles sont pas en vie, hein. Elles sont fixées. Hein. C'est ce que je vous ai montré là, c'est des échantillons, c'est des biopsies en fait, des biopsies qui sont faites pour des patients parce qu'on a une activité hospitalière aussi dans mon labo. Donc c'est fixé dans du fixateur et après c'est plus vivant. Hein, c'est ce que je disais. On peut pas visualiser ces cellules en train de battre. Hein. Elles sont fixées. Donc mais après, on pourrait les maintenir vivantes pour les cultiver. Il y a des laboratoires qui font ça. Et à ce moment-là, il faut les mettre dans du milieu de culture avec des vitamines, des acides aminés. Enfin, il faut tout, quoi. Mais c'est faisable. Ça ne vit pas très longtemps, mais c'est faisable. Allez. Je crois que ça va être la dernière. Oui, non, mais... Non, mais... Est-ce qu'on peut utiliser une intelligence artificielle pour traiter les images de microscopes électroniques, par exemple? Alors, oui, mais dans mon expérience, c'est pas toujours très efficace, si vous voulez, pour discriminer, par exemple, si on voulait compter les particules virales, par exemple. On a essayé de faire des choses comme ça. Après, on n'avait peut-être pas forcément les bons outils, mais ça ne donnait pas des très bons résultats. Ça ne permettait pas de bien discriminer les virus du reste des constituants cellulaires. Bon, allez, peut-être. Mais il va falloir s'arrêter parce que si on veut respecter les horaires. Vous avez parlé de la présence de virus dans différents règnes animaux. Oui. Est-ce qu'il y a une autre explication que la coévolution d'une maladie ancestrale? Ah oui, il y en a plein d'autres. Hein. Je vous ai parlé de l'herpès parce que je trouve que c'est... mais oui, il y a des franchissements de barrières d'espèces. Hein. On vient d'en connaître un joli avec le virus de chauve-souris qui passe à l'homme. Mais oui, il y a des virus qui peuvent passer d'une espèce à l'autre. Il y a aussi la possibilité que les virus viennent de notre propre génome, hein, notamment des virus proches de ce qu'on appelle les rétrovirus. Il y a des séquences de rétrovirus dans nos chromosomes. Alors, on peut bâtir l'hypothèse que certains virus peuvent émerger de façon ancestrale, bien sûr, de nos propres chromosomes. Et là, ça s'est certainement produit, effectivement, dans différentes espèces, notamment de mammifères, de façon indépendante. Je suis désolé, mais on va devoir s'arrêter si on veut respecter les horaires. Alors, pour rebondir sur la dernière question, à midi, il y aura une conférence de François Moutou sur effectivement les zoonoses et le problème de la barrière d'espèces. Alors, je vais céder la place à Sylvain Biot qui va présenter, Bruno David, qui va présenter une conférence sur à l'aube de la 6e extinction. Donc, ceux qui restent, ils peuvent rester.
les autres pouvaient sortir, et Philippe peut dédicacer son livre dans le hall.